Arthur et Jasmine poursuivent leur voyage ensemble. Après un certain temps, ils descendent de leur calèche et prennent un moment pour revoir les détails de leur mission. Arthur récapitule toute une nouvelle fois. Tout contact avec le village voisin a été totalement coupé. Leur mission est simple, entrer sur place et découvrir ce qui s'est passé. Il insiste sur un point essentiel. Leur priorité absolue est de rester en vie. Puisque la quête ne mentionne pas l'élimination d'une quelconque créature, ils n'ont aucune raison de s'engager dans un combat inutile. S'ils rencontrent une bête dangereuse, ils devront simplement l'éviter. Arthur se tourne ensuite vers Sylvie, perchée sur son épaule. Il lui demande ce qu'elle compte faire pendant son absence. Sans hésiter, elle répond qu'elle ira s'entraîner à proximité. Arthur acquiesce et lui promet de la prévenir dès son retour. Une fois cela réglé, Arthur et Jasmine reprennent leur route en direction du village. Mais après avoir marché un moment, ils remarquent quelque chose d'étrange. De nombreuses empreintes de pas mènent vers le village, mais très peu en ressortent. Ils comprennent immédiatement que la situation est anormale. Leur meilleure option pour l'instant est de recueillir un maximum d'informations. Ils commencent donc à observer les alentours avec prudence. Se cachant derrière les buissons, ils tentent de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Après une longue observation, ils ne voient absolument personne, pas une seule âme. Cela pousse Arthur à penser qu'une bête a peut-être attaqué tout le village. Mais Jasmine n'est pas convaincue. Il n'y a aucune trace de combat, aucun signe de lutte, rien. Puis, soudain, ils ressentent une étrange aura venant du cœur du village. Sans hésiter, ils décident d'y entrer, pour découvrir la vérité par eux-mêmes. Une fois à l'intérieur du village, ils découvrent plusieurs cristaux cyanes lumineux jaillissant du sol à différents endroits. Mais en s'approchant pour mieux observer, ils sont sous le choc. À l'intérieur de chaque cristal, il y a des êtres humains, figés, prisonniers. Arthur et Jasmine restent immobiles, totalement déconcertés. Mais ce qui les trouble encore plus, c'est lorsqu'ils tombent sur une jeune fille, qui, elle, ne semble pas du tout affectée par ces cristaux. Ils s'arrêtent pour l'interroger. La jeune fille explique qu'elle était sortie cueillir des herbes médicinales lorsque tout a basculé, et qu'à son retour, elle a découvert tout le monde dans cet état. À cette vue, elle s'effondre en larmes. Ses amis, sa famille, tous emprisonnés dans ces cristaux glacés. Malgré tout, avec les informations qu'ils ont rassemblées jusque-là, Arthur est convaincu d'une chose, c'est l'œuvre d'une créature, sans aucun doute. Soudain, une toile d'araignée surgit de nulle part. Elle s'accroche à la jambe de la jeune fille. En un instant, elle est tirée dans les airs. Un gigantesque monstre arachnéen apparaît, prêt à la dévorer. Arthur s'élance immédiatement pour la sauver, mais Jasmine le retient, avant qu'il ne puisse intervenir. L'araignée enferme alors la jeune fille dans un cristal, comme les autres, puis la laisse retomber au sol. Ensuite, elle tourne son attention vers Arthur et Jasmine. Elle tente de les capturer à leur tour, mais ils esquivent facilement ses attaques. Et très vite, ils prennent une décision. Faire demi-tour, fuir. Leur mission n'incluait jamais d'affronter une telle créature. Au même moment, dans une pièce sombre, deux silhouettes encapuchonnées se tiennent face à face. Une carte est étalée entre elles. Elles discutent d'une alliance entre trois peuples, les humains, les nains et les elfes. Une alliance qu'elles jugent, loin d'être idéale. Cependant, l'un d'eux pense autrement. Il affirme que tous les événements suivent un certain cours naturel, et que parfois, se laisser porter par ce flux peut mener à des résultats étonnamment favorables. Il utilise ensuite une clairière bestiale sur la carte, ce qui fait apparaître au-dessus d'elle une sphère d'énergie verte lumineuse. Les aventuriers les plus puissants et les plus menaçants apparaissent alors sous forme miniature sur la carte. En observant attentivement ces figures, tous deux arrivent à la conclusion que cet avenir précis doit être empêché à tout prix. Et rien qu'à leur réaction face à chaque individu, on comprend immédiatement que ceux qui les inquiètent de loin le plus sont Arthur et Jasmine. Pendant ce temps, Arthur et Jasmine parviennent à s'échapper de la bête araignée, et Arthur reste totalement perplexe quant à la nature de cette créature. Jasmine lui explique qu'il s'agit d'un arachnide, l'une des 5 créatures les plus redoutables qu'elle ait toujours espéré ne jamais affronter. Elle lui confie qu'elle n'en a combattu que 5 dans toute sa vie, et qu'elle n'a réussi à en tuer qu'un seul. Et encore, cela avait nécessité l'effort combiné de toute l'équipe des Twin Horn, ce qui laisse Arthur profondément choqué.
Elle ajoute que Reynolds et Alice étaient également présents lors de ce combat, et que les pouvoirs d'émettrice d'Alice avaient été absolument déterminants pour leur survie. En effet, la malédiction d'un arachnide ne peut être brisée que par un émetteur, ou en tuant directement la créature. De plus, ces monstres possèdent une résistance extrêmement élevée à la magie, rendant la plupart des sorts quasiment inutiles contre eux. Arthur comprend alors parfaitement pourquoi Jasmine l'avait retenu plus tôt. Elle savait déjà qu'il n'avait aucune chance de le vaincre. Jasmine confirme, précisant que les arachnides ne supportent généralement pas la lumière du jour, ce qui explique pourquoi ils restent cachés dans les profondeurs des forêts ou des donjons. Puis, elle reconnaît qu'elle lui a désormais enseigné tout ce qu'il devait savoir pour devenir un aventurier. Elle lui pose alors une question directe. Selon lui, quelle est la meilleure décision à prendre maintenant ? Arthur réfléchit un instant, puis conclut que la meilleure chose à faire est de retourner immédiatement à la guilde afin de s'y... Mais à cet instant précis, l'arachnide surgit soudainement derrière eux et activa sa magie de piège pour tenter de les immobiliser et de les transformer. Jasmine poussa Arthur hors de portée à la toute dernière seconde, se retrouvant seule piégée dans le cercle magique. Peu de temps après, elle fut scellée à l'intérieur d'un cristal. La créature se jeta aussitôt sur Arthur, mais celui-ci parvint à lever son épée à temps pour bloquer l'attaque. Alors qu'il résistait au choc, son esprit dériva vers son passé, celui d'un roi autrefois considéré comme le plus puissant de tous. Ce souvenir raviva sa détermination. Il attaqua de toutes ses forces, mais comme Jasmine l'avait prévenu, ses épées ne suffisaient pas à infliger de véritables dégâts. Il bondit alors en arrière, prenant appui sur un arbre pour analyser la situation. Comprenant que ses armes seules ne suffiraient pas, il libéra sa technique mêlant lame et flamme, lançant des attaques magiques qui, cette fois, semblèrent atteindre la créature. À un moment, Arthur pensa avoir réussi à la vaincre. Mais à sa grande surprise, l'arachnide résista et se régénéra, confirmant sa redoutable résistance à la magie. Sans perdre de temps, Arthur utilisa alors sa technique des flèches de roche, projetant plusieurs pointes de pierre profondément dans le corps du monstre. Furieuse, la créature se précipita vers lui. Arthur esquiva habilement, sauta sur son dos et enfonça son épée dans les fissures créées par les rochers. Puis, il activa sa magie à l'intérieur même du corps de l'arachnide. Une décharge électrique massive parcourut alors la créature. Après une longue électrocution, l'arachnide finit enfin par s'effondrer. Arthur descendit de son corps et se tourna vers Jasmine. Mais, étrangement, elle était toujours enfermée dans le cristal. C'est alors qu'il comprit. L'arachnide était encore en vie. La créature tourna lentement son regard magique vers lui. Mais avant qu'elle ne puisse agir, Arthur utilisa son pouvoir pour figer le temps. Alors qu'il avance, Arthur murmure discrètement un remerciement à l'arachnide. Car, au fond, c'est grâce à ce combat qu'il a pu retrouver la manière dont il maniait son épée dans sa vie passée. Calmement, il lève alors sa lame et, d'un seul mouvement net, tranche la créature, la tuant instantanément. Mais le prix de cette technique est évident. Son corps est à bout. Il comprend qu'il doit encore trouver un moyen d'unir son ancien style de combat avec la magie qu'il a acquise dans ce nouveau monde. Épuisé, il tombe à genoux pour reprendre son souffle. C'est à ce moment-là que Sylvie accourt vers lui, inquiète. Elle lui demande ce qui s'est passé, car elle a ressenti une montée de colère intense venant de lui. Arthur la rassure. Tout va bien. Peu après, Jasmine et les autres se libèrent de la malédiction. Mais Jasmine, elle, n'a pas l'air du tout satisfaite. Arthur comprend immédiatement pourquoi. Il s'excuse d'avoir affronté l'arachnide malgré son avertissement. En entendant cela, Jasmine se calme. Il est inutile de rester en colère puisqu'il reconnaît son erreur. Cependant, elle ne peut cacher sa surprise. Il a réussi à vaincre cette créature, seul. Malgré tout, Arthur lui confie que ce n'est pas ce genre de pouvoir qu'il recherche. Ce qu'il veut, c'est la force de protéger ceux qui comptent pour lui. Il avoue que c'est sa propre faiblesse qui lui a coûté sa mère, son père et Eleanor. Et même s'il ne peut rien changer au passé, il est déterminé à devenir aussi fort que possible. Jasmine le gronde encore pour avoir risqué sa vie ainsi. Mais lorsqu'Arthur lui dit qu'elle compte pour lui aussi et qu'il ferait n'importe quoi pour la protéger, elle rougit légèrement. Plus tard dans la journée, ils retournent à la guilde. Très vite, la nouvelle se répand. Arthur a vaincu un arachnide.
Lucas a du mal à y croire et lui demande de présenter le Manacor comme preuve. Mais Arthur réalise aussitôt que c'est impossible, car Sylvie l'a dévoré juste après le combat. Pourtant, Arthur matérialise l'œil maudit de pétrification de l'Arachne. Lucas, face à cela, reste complètement sans voix, n'ayant jamais vu une telle chose auparavant. Malgré tout, fidèle à lui-même, il garde sa fierté intacte et affirme que cet Arachne n'aurait de toute façon pas été un adversaire à sa hauteur, avant de s'en aller. Une fois tout cela terminé, Arthur retourne au manoir familial retrouver les siens. Elina, en particulier, est folle de joie en le voyant rentrer sain et sauf. Arthur raconte à son père, Reynolds, comment il a vaincu un Arachne, et celui-ci se montre sincèrement impressionné. Sa mère, Alice, en revanche, est loin d'être satisfaite. Elle lui ordonne de s'agenouiller, lui rappelant qu'avant de devenir aventurier, il avait promis de ne rien faire de dangereux. Arthur fait remarquer qu'éviter le danger n'est probablement pas réaliste pour un aventurier, mais sa mère refuse d'entendre raison et lui dit simplement de tenir sa promesse. Reynolds, lui, ne dramatise pas autant la situation et conseille simplement à Arthur de suivre les instructions de Jasmine à partir de maintenant. Jasmine le rassure, expliquant qu'elle a déjà signalé toute l'affaire à la guilde. Reynolds demande ensuite à Alice d'arrêter de pleurer et d'essayer de se calmer, car l'essentiel est qu'Arthur soit rentré sain et sauf. Alice reprend ses esprits et demande à Arthur de ne plus jamais lui faire une telle frayeur. Une fois tout apaisé, Arthur et Jasmine se rendent à la zone d'entraînement pour un combat sans magie. Ils s'affrontent longuement avec leurs bâtons, échangeant coups et parades de manière très équilibrée. À la fin du duel, ils s'inclinent tous les deux et se remercient mutuellement pour cet affrontement. Arthur lève ensuite les yeux vers le ciel, laissant son esprit vagabonder, se demandant ce que Tessia peut bien être en train de faire en ce moment. Mais la scène change soudainement. On découvre alors Tessia et son groupe, poursuivis par un gigantesque rocher. Le lendemain, Tessia et son groupe étaient assis dans une auberge, réfléchissant à leur prochaine étape. Après un moment de silence, Tessia annonça que leur prochaine mission serait de chasser des sangliers sauvages. Ses compagnons échangèrent des regards inquiets. La chasse aurait lieu en territoire humain, ce qui n'était pas sans danger. Ils en discutèrent longuement, pesant les risques, avant de finalement décider de continuer malgré tout. Une fois leur décision prise, ils se préparèrent à partir. Alors que Tessia sortait de l'auberge, un aventurier tenta de lui faire un croche-pied en tendant la jambe. Mais elle réagit immédiatement. D'un mouvement rapide, elle le repoussa d'un coup de pied. L'atmosphère se tendit instantanément. Les autres aventuriers se levèrent, prêts à en découdre. Sans hésiter, Tessia et son groupe réagirent en lançant un sort. Un mur d'eau jaillit et enferma leurs adversaires, leur offrant le temps nécessaire pour s'échapper. Peu après, une calèche arriva, et ils montèrent à bord pour poursuivre leur voyage. Au début, tout se passa sans encombre. Mais soudain, un groupe de bandits à cheval surgit et tenta d'attaquer la calèche. Tessia et ses compagnons ripostèrent aussitôt et les vainquirent sans grande difficulté. Ce conflit révéla une réalité plus profonde. Depuis de nombreuses années, les relations entre elfes, humains et nains s'étaient fortement détériorées. Un traité avait bien été signé entre les trois royaumes pour mettre fin aux guerres. Mais cette paix n'existait qu'au niveau politique. Dans le cœur des peuples, la méfiance et la haine persistaient. La paix n'était donc qu'une illusion fragile. Alors que leur voyage continuait, d'autres humains tentèrent encore de les capturer. Au loin, un homme encapuchonné observait la scène à l'aide d'une carte mystique. Pendant ce temps, Tessia et les autres commencèrent à se demander pourquoi ils étaient si souvent attaqués. Ils finirent par comprendre la vérité. Les elfes étaient des cibles précieuses. C'était pour cette raison qu'on les traquait sans relâche. Malgré le danger, Tessia refusa d'abandonner. Elle proposa de continuer le voyage à pied, abandonnant la calèche pour plus de discrétion. En marchant, Faye ne put cacher son inquiétude. Elle craignait que les humains ne les rejettent ou ne les poursuivent, malgré leurs bonnes intentions. Mais Tessia, elle, refusait de croire à une telle fatalité. Peu après, ils arrivèrent dans un village voisin. Cependant, leur espoir fut rapidement brisé. Le chef du village les chassa immédiatement, simplement parce qu'ils étaient des elfes. Pendant ce temps, ailleurs, Arthur était assis seul dans une auberge, observant Lucas. Il savait que la famille de Lucas était la plus puissante du royaume de Sapin.
C'est pourquoi un détail le troublait. Comment une telle famille pouvait-elle posséder du sang elfique? Au même moment, Lucas s'approcha d'Elijah avec un sourire moqueur. Il se mit à le taquiner, lui demandant ce qu'un simple humain faisait en lien avec la famille royale naine. Ces paroles semèrent le doute dans l'esprit d'Elijah. Se pouvait-il que Lucas sache quelque chose? Elijah répond calmement que c'est compliqué et note qu'il a remarqué que Lucas est également à moitié elfe. Lucas explique que la famille Wykes cherche à produire des mages puissants. Avant qu'il ne puisse continuer, Arthur l'interrompt en disant que la famille Wykes accueille les elfes qui maîtrisent bien le mana. Même si les autres humains ne sont pas d'accord, Arthur pense que la famille est soit progressiste, soit assez ambitieuse pour tout faire pour obtenir du pouvoir. Lucas forme alors une boule de feu dans sa main et déclare qu'aucun humain sur le continent de Dikaton ne pourra le défier en tant que plus grand mage. C'est son devoir en tant que membre de la famille Wykes. Arthur ne répond pas beaucoup, se contentant de lui souhaiter bonne chance. Cette réponse décontractée surprend Lucas. Arthur explique ensuite qu'ils ont désormais des objectifs différents puisqu'il n'a plus besoin d'être le plus fort, laissant Elijah et Lucas sans voix. Peu après, Jasmine arrive et informe Arthur qu'ils ont reçu leur prochaine quête. Elle avertit que ce sera un long voyage, mais Arthur trouve cela excitant. Pendant ce temps, Tessia et son groupe essaient de rassembler des informations sur les bêtes de mana apparues près de la ville. Personne ne veut leur dire quoi que ce soit. Tessia devient frustrée et commence à pleurer. Faye n'est pas surpris, car il sait que les elfes réagiraient de la même façon si des humains entraient sur leur territoire. Soudain, un gland frappe Tessia à la tête. Elle lève les yeux et voit des enfants, et bien qu'elle se prépare à les gronder, ils lui donnent en fait une information utile. Le sanglier vient de l'Est. Cette nouvelle choque tout le monde. Ailleurs, des individus mystérieux observent Tessia via une carte magique. Ils conviennent que Tessia elle-même n'est pas importante, mais ce qu'elle deviendra à l'avenir l'est, puisqu'elle est la princesse du royaume des Laits Noirs. Ils estiment que la supprimer affecterait le traité à 3 parties, et commencent donc à préparer une attaque contre elle. Soudain, un immense monstre de mana apparaît et les attaque directement. L'équipe réussit à esquiver à la dernière seconde, puis lance une attaque collective puissante. Ils frappent le monstre à plusieurs reprises et pensent l'avoir enfin vaincu. Mais à leur grande surprise, le monstre est toujours vivant. Ils tentent à nouveau de l'attaquer avec la magie. Mais cette fois, leurs attaques n'ont absolument aucun effet. Le sanglier s'était adapté et avait mis en place un bouclier pour bloquer toutes leurs attaques. Cette attaque avait été soigneusement orchestrée par les individus encapuchonnés, dont le plan était de faire éclater le traité à 3 parties en faisant tuer Tessia sur le territoire humain. Tessia et son groupe réalisent que leur magie ne sert plus à rien et se mettent à courir et esquiver aussi vite que possible. Mais au milieu du chaos, Vaya est soudainement touchée par un débris volant et s'effondre au sol, juste devant le sanglier. Heureusement, Faye réagit assez vite pour utiliser sa magie de l'eau et tirer Vaya hors de danger, la ramenant en sécurité près de lui avant que quoi que ce soit de pire n'arrive. Faye suggère de battre en retraite, mais c'est alors que Tessia élabore un plan. La première étape consiste à utiliser Faye comme appât. Il lance un peu de magie de l'eau sur le sanglier pour qu'il se mette à le poursuivre. Une fois que le sanglier est dans la bonne position, Vaya utilise sa magie de la terre pour ouvrir un trou sous lui, l'engloutissant et le piégeant. Avec le monstre coincé, Tessia utilise sa télékinésie pour soulever un amas de rochers et les laisser s'écraser sur la bête de mana, la maintenant prisonnière. Tessia pousse un soupir de soulagement, pensant que tout est enfin terminé. Mais le monstre de mana se fraye un chemin hors du trou et s'apprête à foncer droit sur Faye et Vaya. Tessia le repère juste à temps et les déplace tous les deux avec sa magie du vent avant que l'attaque ne touche. Elle prend une profonde inspiration et réfléchit à ce qu'elle vient de faire, réalisant que mettre ses coéquipiers en sécurité était simplement la bonne décision à ce moment-là, exactement comme Arthur l'aurait fait. La pensée d'Arthur la submerge d'une vague de souvenirs de tous les moments passés ensemble et elle se perd un peu dans ses réminiscences. Faye réagit rapidement et utilise sa magie de l'eau pour la ramener en sécurité avant qu'elle ne se blesse. Faye et Vaya suggèrent de battre en retraite, mais Tessia reste entièrement déterminée à abattre la bête de mana. Elle se rend compte qu'elle a complètement épuisé son mana et qu'elle n'a aucun moyen d'attaquer, jusqu'à ce qu'elle se rappelle soudainement d'un truc qu'Arthur lui avait appris.
elle se concentre et commence à absorber le mana autour d'elle. Elle l'affronte avec un seul coup de poing qui le fait tomber instantanément. Faye et Vaya regardent, incrédules, réalisant qu'elle a réussi cela en utilisant le mana pour renforcer son corps de l'intérieur. Les individus encapuchonnés observent la scène et concluent que Tessia est beaucoup plus forte qu'ils ne l'avaient anticipé. Ils décident donc de se préparer avec une bête de mana bien plus puissante la prochaine fois. Une fois la créature neutralisée, Tessia et son groupe se rendent chez le chef du village pour lui faire leur rapport, mais celui-ci ne prend même pas la peine de les remercier, ce qui irrite clairement Tessia. Faye lui dit simplement de ne pas attendre de courtoisie de la part des humains et de passer outre, mais ils aperçoivent alors les enfants vus plus tôt, qui les remercient d'avoir neutralisé le sanglier. Pendant ce temps, Varian parle avec Cynthia et lui explique qu'il a surveillé Tessia et qu'elle s'est retrouvée dangereusement proche du précipice lors de son combat contre la bête de mana. Cynthia n'est pas trop surprise, étant donné que Tessia est la petite fille de Varian, mais celui-ci admet que, aussi fier qu'il serait de sa force, il croit sincèrement qu'elle la doit à ses merveilleux amis, comme Arthur, qui restent à ses côtés. Un peu plus tard, Tessia et son groupe s'installent ensemble dans un dîner, et Tessia mentionne qu'elle et Faye retourneront bientôt à Zirrus. Ils demandent à Vaya ce qu'elle compte faire, et Vaya répond qu'elle ira également à Zirrus, car ce serait agréable de revoir Arthur. Tessia est complètement prise au dépourvu et demande comment Vaya connaît Arthur. Vaya explique qu'elle s'y est rendue avec lui auparavant. Tessia n'a pas revu Arthur depuis son départ, principalement parce qu'elle n'avait jamais su exactement où il se trouvait à Zirrus. Peu après, Tessia se retrouve devant le manoir familial d'Arthur, de plus en plus nerveuse à l'idée de ce qu'elle va dire lorsqu'elle le verra enfin. Soudain, Alice et Elena arrivent en courant de nulle part, ce qui fait paniquer Tessia, et elle s'enfuit aussi vite qu'elle le peut, essayant toujours de comprendre où se trouve Arthur exactement.